Bonjour à toutes et tous. Merci d'être présents aujourd'hui à la fête de l'UMA pour parler avec nous de cette nouvelle génération qui se lève contre les violences policières. On l'a vu le 2 et le 13 juin dernier, ils étaient des milliers dans les rues à déferler pour dénoncer les violences policières, les humiliations quotidiennes et le racisme. Pour en parler, nous avons avec nous Assa Traoré, la sœur d'Adama Traoré, mort en 2016 après une violente interpellation et cofondatrice du comité Justice et Vérité pour Adama. Nous avons également Ramata Diang, qui est la sœur de Lamine Diang, qui est mort étouffé dans un camion en 2007 à Paris et qui est la cofondatrice du collectif Vivolé. Et enfin, nous avons Vanessa Codaccioni, qui est maîtresse de conférences en sciences politiques à Paris 8, qui est également politologue et historienne. Donc, pour commencer, nous allons revenir sur ces mobilisations du 2 et 13 juin dernier. Donc, comme je l'ai dit, ils étaient plusieurs milliers dans les rues à l'appel du comité Adama pour dénoncer les violences policières et le racisme. D'abord, je vais me tourner vers vous, Assa Traoré. Est-ce que vous avez été surprise par l'ampleur des mobilisations ces jours-là? Bien, bonjour à vous et chaque année de continuer à porter le combat et à le soutenir et à travers la fête de l'humanité. On ne va pas dire qu'on était surpris. Sincèrement, on s'attendait peut-être à 10 000 personnes. Il faut savoir que c'est un appel, un rassemblement que nous allons faire au moment où l'expertise va tomber et qui va dédouaner clairement les gendarmes. Cette expertise qui va tomber le jeudi. Le vendredi, on fait un appel qu'on va lancer à 20h, qu'on va lancer sur tous les réseaux sociaux, 4 jours. Et en 4 jours, la vidéo, elle arrive à près de 2 millions de vues. Donc on s'est dit, oui, effectivement, il y aura du monde, mais on ne pensait pas qu'il y aurait eu autant de monde. On n'est pas surpris parce qu'il faut savoir aussi que quand on fait le 2 juin, quand on fait le 13 juin, ça n'arrive pas comme ça. C'est 4 ans de travail, c'est 4 ans de lutte, c'est 4 ans de combat. Il faut savoir que quand le comité Adama, quand on arrive, au début, on sillonne toutes les villes de France. On se retrouve dans les villes les plus reculées de France. Je me suis déjà retrouvée dans un village au fin fond de la Bretagne où la seule personne noire, c'était la mère qui avait été adopter une fille au Mali. Et quand je suis arrivée, ils l'ont appelée. Donc c'est des petits villages comme ça qu'on a sillonnés pendant 4 ans qui soutiennent le combat Adama. Pendant 4 ans, on a fait des tournées de quartier, à travers, surtout en Ile-de-France, mais beaucoup aussi en France. Aujourd'hui, par exemple, tous les autres membres du comité Adama, on est dispersés sur 3 quartiers aujourd'hui en Ile-de-France où on continue les tournées de quartier. Parce que c'est important que dans ce combat, leur voix soit aussi portée. C'est 4 ans où quand on dit on dénonce de l'injustice, c'est de dénoncer toute forme d'injustice. Quand on dit on dénonce les violences policières, quand une autre injustice se met face à nous, c'est important d'être présent. Donc on était auprès des femmes des ménages, de Honnête, pour les gilets jaunes, les étudiants, la communauté LGBT, les associations de quartier, énormément d'injustices. Et à chaque fois, on allait à l'encontre et on allait en tout cas créer de la solidarité. Nous, on n'utilise pas Convergence des luttes parce qu'on s'est dit on va créer de la solidarité, on va créer des alliances et en créant des solidarités, on crée un combat ensemble et on arrive au 2 juin, où on arrive au 13 juin où il y a plus de 80 000 personnes à 100 000 personnes la première fois, plus de 20 000 personnes sur la place de la République, où il y a toute classe sociale venant des quartiers populaires, ceux qui ne viennent pas des quartiers populaires, ceux qui la subissent et ceux qui ne la subissent pas. Et c'est de dire, pendant 4 ans, le discours qu'on avait, c'est de dire, c'est pas parce que tu ne subis pas la violence policière qu'on va te jeter la pierre, mais au contraire, tu ne la subis pas. Allons-y ensemble, allons-y la défendre. On avait tout âge, on avait beaucoup de jeunes des quartiers, on avait beaucoup de jeunes aussi ici des autres quartiers qui ne subissent pas les violences policières. Et là, ce jour-là, on avait tous le même mot d'ordre, entouré bien évidemment de toutes les autres familles de victimes, où pendant 4 ans, c'est un combat que nous avons porté ensemble. Quand nous on arrive, il y a déjà Ramata Dieng qui est là, qui va soutenir le combat Adama dès les premiers instants à Beaumont-sur-Oise. Et c'est 4 ans de travail, parce que les gens, ils ont l'impression que quand on arrive le 2 juin, on nous pose souvent la question, mais
Que s'est-il passé? En fait, c'était juste, les projecteurs étaient là pendant 4 ans, sauf que la lumière, ça ne s'était pas allumé. Et malheureusement, ça va coïncider aussi avec la mort de George Floyd, cette mort qui va glacer la planète entière, et cette mort qui va faire écho tout de suite avec le nom de mon petit frère sur les réseaux sociaux. Le nom d'Adama Traoré va sortir. Ils sont morts exactement de la même façon. Ils ont eu les mêmes mots avant de mourir. Je n'arrive plus à respirer, je n'arrive plus à respirer. Et cet engouement va se prendre. Et au même moment, on a cette expertise qui sort 2 jours après, vraiment qui se croisent, qui se coïncident. Et on va faire cet appel et on décide, on se dit, bon, bah, en 4 jours, on prend le risque et on y va. Et ça va être une marche qui va être une marche historique, parce que c'est la première fois qu'il y a autant de monde dans les rues de Paris. C'est la première fois qu'il y a autant de monde devant un lieu symbolique qui est le tribunal de Paris. Ben, ça se passe à Clichy, ça se passe pour les violences policières. Et ce jour-là, tout le monde est là, tout le monde a le même mot d'ordre. C'est pas de justice, pas de paix, l'injustice contre la violence sociale, contre la violence raciale, et on va tous le dénoncer ensemble. Donc ces 4 ans de combat, ces 4 ans de lutte, ces 4 ans de travail, je rappelle aussi qu'aujourd'hui on est là, on est invité un peu partout, mais c'est 4 ans où on arrive, on commence, où on vend des t-shirts sur des événements. On s'est déjà retrouvé dans les premières années à faire 4 à 3 événements dans la même journée sur des départements différents pour pouvoir financer la lutte, pour pouvoir vendre quelques t-shirts, se déplacer de ville en ville. On a fait un gros travail local, ce travail local qui est le travail à Beaumont-sur-Oise, où pendant 1 an, et qui porte ses fruits aujourd'hui. Aujourd'hui, si le combat Adama il est là encore aujourd'hui, c'est qu'il y a un travail local qui a été fait pendant 1 an, où on demandait aux gens de venir vers le local, de traverser cette périphérie, de venir à Beaumont. Et 4 ans après, le combat, il est encore là sur ses bases et sur son socle. Et il y a le 2 juin, et il y a le 13 juin, et il y a le 18 juillet qui va arriver, et tout ce qui va en suivre après. Et il y a cette génération, cette nouvelle génération, la génération Adama, qui se lève, qui suit le mouvement des violences policières derrière toutes les familles victimes, et qui vont le dénoncer, parce que quand on dit violence policière, il y a forcément de la violence sociale, il y a de la précarité, il y a de l'injustice, et toute personne qui subit de l'injustice se reconnaît à travers ce mouvement. Comme on le dit, peu importe d'où tu viens, peu importe qui tu es, peu importe ton appartenance religieuse, peu importe ton appartenance sexuelle, c'est un combat qui appartient à tout le monde. Aujourd'hui, c'est un combat qui n'appartient plus qu'à la famille Traoré, mais qui appartient à un peuple. Parce que ce jour-là, c'était le peuple qui était là, et le peuple français, aujourd'hui, porte ce combat, et on demande tous la vérité et la justice. Et les manifestants ont exprimé des revendications très fortes, parmi lesquelles... Les manifestants avaient exprimé des revendications très fortes, parmi lesquelles on retrouve notamment l'interdiction du plaquage ventral. C'est une technique d'immobilisation dangereuse qui est à l'origine de la mort notamment d'Adama Traoré, mais également de la Midian et de George Floyd aux États-Unis. Je sais que Ramata Dian, pour le collectif Volé, a beaucoup travaillé sur ces questions-là, donc sur ces techniques d'immobilisation dangereuses que sont donc le plaquage ventral, mais également le pliage et la clé d'étranglement. Donc, quels sont les risques, Ramata, liés à ces techniques d'immobilisation qui sont pratiquées par la police française aujourd'hui? Ces 3 techniques, comme vous l'avez rappelé, ces 3 techniques ont vocation à étouffer, à asphyxier. Et donc, la clé d'étranglement, comme son nom l'indique, on appuie sur le cou, voilà, on étrangle quelqu'un, et donc ça appuie sur les carotides, et donc la personne manque d'oxygène. Le plaquage ventral, c'est ce qu'a subi mon frère, Lamine Dieng, qui a été tué avec cette technique en 2007, le 17 juin 2007. Il a été menotté sur la nuque, un bras passé par-dessus l'épaule, les chevilles attachées avec une ceinture de contention en cuir. Il était plaqué au sol pendant 30 minutes. Les policiers se sont agenouillés sur son dos et pendant qu'ils étaient sur lui, il a vomi et respiré son vomi. L'autopsie va révéler du vomi dans tout son appareil respiratoire. Et la conclusion de la contre-expertise, parce qu'il y a eu une première autopsie, avant même que nous ne soyons informés de la mort de Lamine, alors que ça se passe à 500 mètres du domicile familial, il y a eu une première autopsie qui disait qu'il est mort d'une overdose. Donc nous avons déposé plainte une semaine plus tard,
et demander une contre-expertise médico-légale. Et c'est cette contre-expertise qui a donné le résultat final qui indique que Lamine est mort d'une asphyxie mécanique par suffocation due à l'appui facial contre le sol avec pression du sommet de la tête. Donc voilà, Lamine a été écrasé pendant 30 minutes par environ le poids de 5 policiers. Donc il a vomi, respiré son vomi, et ces résultats sont entrés dans le dossier 6 mois après la mort de Lamine. Mais le magistrat instructeur ne va pas en tenir compte. Il va attendre 2010 pour placer les policiers sous le statut de témoin assisté. En 2012, il va organiser une confrontation dans son cabinet et une pseudo-reconstitution également dans son cabinet, alors que nous avons demandé en fait à ce que la reconstitution se fasse sur les lieux, sur la scène de crime, et malheureusement le juge va refuser. Et donc en fait voilà, la technique, comme je viens de vous l'expliquer, c'est une technique quelqu'un qui est face contre terre, avec plusieurs policiers qui s'agenouillent sur cette personne. Donc en fait, personne ne peut survivre à ça. Lamine n'a pas survécu. Le pliage, ça consiste en fait à plaquer la tête sur les genoux de la personne, donc à la plier en deux en fait, et à la maintenir dans cette position. Cette technique a tué M. Ali Ziri à Argenteuil en 2009. Et donc, ils ne sont pas les seuls, malheureusement. Cette technique avait déjà tué précédemment, notamment en 1998, Mohamed Saoud, qui, justement, le dossier a fait jurisprudence à la Cour européenne des droits de l'homme, c'est-à-dire que la Cour a condamné la France dans ce dossier-là. C'est pour ça que nous, on continue à dénoncer ces techniques. Voilà, on a lancé une campagne, en fait, pour demander l'interdiction de l'utilisation de ces techniques par les policiers, parce que, effectivement, comme vous le constatez, c'est létal. La Cour européenne elle-même a fait des recommandations. La CNDS, anciennement Commission nationale de la déontologie, avait fait également des recommandations à l'État français sur ces techniques-là, parce que ça avait déjà causé la mort de plusieurs personnes. En 2015, Amadou Koumé, également étouffé à Gare du Nord avec la même technique. Voilà, je pourrais vous en citer d'autres. Le but n'est pas là, c'est que ce sont des techniques qui sont interdites dans certains États aux États-Unis et en Europe également, dans certains pays, notamment en Allemagne. Et donc, voilà, il faut absolument qu'elles soient interdites parce qu'elles tuent, voilà, tout simplement, et que ce n'est pas nécessaire, quoi. Donc, la campagne en question s'appelle « Laissez-nous respirer » et elle est en ligne sur change.org. Voilà, elle a collecté jusqu'à présent 70 000 signatures. Et malheureusement, l'État, le gouvernement en place n'a pas donné suite à cette revendication. On a eu un effet d'annonce suite à la mort justement de George Floyd et avec le rassemblement du 2 juin au tribunal où il y a eu plusieurs dizaines de milliers de personnes. Là, il y a eu un effet d'annonce de la part du gouvernement, notamment Darmanin, qui indiquait que la clé d'étranglement allait être interdite jusqu'à ce qu'ils mettent en place un nouveau dispositif d'immobilisation. Enfin, voilà. Donc, mais il a rétropédalé lorsque les forces de police ont manifesté pour contester cette décision. Voilà, ils ont manifesté pour continuer à avoir le droit d'étouffer les gens, en fait. Voilà, donc on en est là aujourd'hui en France et on pense sincèrement que, voilà, il faut que ça s'arrête, quoi. Il faut que ça s'arrête. Si on tient compte du fait que depuis 1981, la peine de mort est abolie en France, on ne comprend pas pourquoi est-ce que des techniques qui tuent continuent à être utilisées. Pourquoi est-ce que les policiers s'entraînent sur des bustes, donc sur les parties vitales des personnes, s'entraînent à tirer là-dessus, au lieu de tirer dans les mains ou les pieds pour désarmer les personnes qui sont susceptibles d'être armées. Et donc, voilà, on en est là. Si on veut réellement qu'il n'y ait plus de morts dans les commissariats ou dans les fourgons de police, ben, en fait, il faut que ces techniques soient interdites. Et si je peux me permettre d'aller plus loin, il n'y a pas que ces techniques-là. On demande également à ce que les armes de guerre ne soient pas utilisées dans le maintien de l'ordre quotidien et dans le maintien de l'ordre dans le cadre des manifestations, à savoir le flashball, le pistolet à impulsion électrique, donc le taser,
et les grenades de désencerclement. Pardon, j'y arrive. Voilà, ce sont des armes qui mutilent, qui ont mutilé plusieurs personnes au cours des 2 dernières années, voire depuis 2015, depuis la loi travail. On connaît les gilets jaunes depuis 2018 et on s'aperçoit effectivement que les victimes ne cessent de se multiplier et pourtant il n'y a aucune décision politique qui est prise pour justement empêcher que les personnes se retrouvent mutilées parce qu'elles sont parties manifester. On a vu aussi durant les manifestations donc beaucoup de jeunes issus des quartiers populaires. Pour la plupart, c'est leur première manif. Et c'était assez frappant de voir que tous dénonçaient l'impunité policière. Vanessa Codaccioni, vous avez étudié plusieurs procès pour violences policières et leur traitement judiciaire. Quels sont les points communs entre ces affaires et considérez-vous qu'il existe une impunité policière aujourd'hui dès lors qu'un policier est mis en cause dans une affaire de violence policière? Oui, tout à fait. L'impunité n'est pas qu'un mot. L'impunité, ce sont des faits, ce sont des procès, en réalité, qui n'ont jamais lieu, puisque ce qu'on observe, quand on prend une perspective très longue sur l'histoire de France, on s'aperçoit que les policiers qui tuent, ou même les gendarmes qui tuent, ne sont pas jugés. C'est-à-dire, déjà, ils ne passent pas la barre de la criminalisation première. Les juges ne les inculpent pas. Pourquoi? Il y a plusieurs raisons à ça. Évidemment, on peut parler du contexte politique. Les violences policières, c'est un système. C'est un système répressif, mais qui s'ancre dans un système beaucoup plus large. Et les soutiens politiques, le contexte politique, les paroles haineuses des politiques peuvent aussi contribuer à augmenter les violences policières. Et surtout, on voit bien que les politiques soutiennent les policiers. On voit bien que les gouvernements, les gouvernants soutiennent les policiers. On le voit aujourd'hui avec notre ministre de l'Intérieur. Ça, c'est la première chose. Il y a un contexte politique, il y a un soutien politique qui fait que... Mais il y a aussi des questions judiciaires. Pourquoi est-ce que les policiers sont impunis? C'est parce qu'ils vont mobiliser une notion que vous connaissez tous et qui s'appelle la légitime défense. Dès qu'ils vont tuer un individu, lors d'un contrôle de police par exemple, ou lors d'un contrôle routier, ils vont invoquer la légitime défense. C'est-à-dire ils vont dire soit qu'ils étaient en danger, soit que leurs collègues étaient en danger, soit qu'ils protégeaient un passant, une passante, des personnes qui étaient là. Et c'est cette invocation de la légitime qui invalide complètement les capacités de résistance, de solidarité, de mobilisation des familles. Car face à la légitime défense, il est très compliqué de montrer que le policier ne se défendait pas ou qu'il défendait autrui. Il faut dire par ailleurs que dans les affaires que j'ai étudiées, on voit très bien que les policiers peuvent maquiller la scène. Ils peuvent maquiller la scène de crime, ils peuvent organiser des complicités internes pour modifier ce récit policier de l'autoprotection, de la légitime défense. Et donc, en réalité, les juges ont tendance à ne pas poursuivre les policiers. Et lorsque les policiers sont jugés, ils sont soit acquittés, soit condamnés très rarement à des peines avec sursis. Le seul cas, il y a un cas historique où un policier, dans les années 80, a été condamné à de la prison ferme, c'était 2 ans, mais c'était un multirécidiviste qui avait par 2 fois tiré à bout portant sur des Algériens. Et donc, on voit bien qu'il y a une forme d'impunité. Le soutien politique, le soutien de certains juges, il faut dire, la légitime défense, et il y a un autre phénomène qui est très important de souligner et qu'on voit dans toutes les affaires de violences policières, c'est la criminalisation des victimes. Pourquoi est-ce que les policiers sont impunis? C'est parce qu'on va noircir la victime, sa mémoire, ses comportements, ses discours. On va dire que c'était un délinquant. On va dire que c'était de la racaille, on va dire que c'était un drogué, on va dire que c'était quelqu'un qui avait commis de multiples infractions. Et donc, ça va justifier la violence policière. Et que cette personne-là, au moment où elle a été tuée, elle ait fait quelque chose de répréhensible ou non, si on peut montrer qu'elle avait une défaillance, une déviance, qu'elle avait commis des infractions, qu'elle avait encore plus un casier judiciaire, le policier va être légitimé dans les violences policières mortelles qu'il a commises. Et donc, à l'impunité policière s'adjoint toujours une criminalisation post-mortem des victimes des violences policières. Et ça, je crois que c'est très important. Et si on regarde l'histoire, on voit que les mobilisations, elles sont très difficiles à aboutir. Je prends un cas qui est exemplaire. C'est celui de Mohamed Diab, qui était un chauffeur poids lourd, qui a été assassiné dans un commissariat à Versailles, je crois, par un brigadier. Il a été tué par une rafale de mitraillettes.
Et le brigadier, au moment où il l'a tué, a dit « Je te tue, sale race, je te tue ». Il a invoqué la légitime défense. Des dizaines d'années après, malgré le combat de sa sœur Fatna, malgré la mobilisation d'intellectuels de Foucault, de Sartre, de Beauvoir, ce policier, ce brigadier n'a jamais été jugé. Voilà. Je ne sais pas si vous souhaitez ajouter... Si vous souhaitez ajouter quelque chose, Ramata ou Assa Oui, pour mon frère, ils n'ont pas évoqué la légitime défense. Ils ont dit qu'ils l'avaient déjà interpellé pour sa propre sécurité, dans le cabinet du juge. Et ensuite, ils évoquent la résistance de Lamine, un homme non armé, seul, face à 8 policiers, eux formés et armés. Sur un homme qui était face contre terre pendant 30 minutes, ils disent avoir paniqué, avoir perdu le contrôle de la situation. Comment comprendre ça? Impossible. Et le magistrat, lorsqu'il prononce le non-lieu dans le dossier de Lamine, le magistrat instructeur, au bout de 7 ans d'instruction, va évoquer que Lamine, en fait, il est incapable de savoir quelle est la cause du décès de Lamine, parce que la première autopsie dit que c'est une overdose, que la deuxième autopsie dit que c'est effectivement la technique du plaquage ventral qui l'a étouffé. Donc le magistrat, en fait, va rester dans un espèce de flou pour dire, ne pouvant déterminer la cause précise du décès, je prononce un non-lieu. On va faire appel. 1 an plus tard, on va passer devant la chambre de l'instruction de Paris, qui, lui, va confirmer aussi le non-lieu, sachant, je précise quand même que le magistrat instruit à décharge. Dans tous les dossiers qu'on a pu voir, y compris celui de mon frère, c'est à décharge. Et il n'y a pas de contradiction. Il n'y a pas non plus... il n'instruit pas pour la vérité, parce que la vérité ne l'intéresse pas. La vérité, elle est là, elle est scientifique, elle est incontestable, et pourtant, les magistrats prononcent des non-lieux systématiquement. Comme le disait Vanessa, par égard pour l'uniforme, parce qu'ils travaillent avec l'uniforme tout au long de l'année, et donc, ils répugnent, en fait, à mettre des policiers en examen, et encore moins à les condamner. Donc, effectivement, la légitime défense est une première chose derrière laquelle ils se cachent pour ne pas avoir à à faire face à leurs responsabilités. Mais il n'y a pas que ça. Il y a juste la connivence des magistrats avec le corps policier qui fait qu'on n'a que des non-lieux. Il y a un refus d'admettre que des policiers puissent mentir, alors que la preuve a été faite qu'ils ont fait des faux en écriture dans plusieurs dossiers, en écriture publique. Les témoignages sont là, les preuves scientifiques sont là. Donc, en fait, qu'est-ce qu'il faut apporter aujourd'hui? Je pose la question ouverte. Qu'est-ce qu'il faut apporter aujourd'hui aux magistrats français pour qu'enfin, ils ouvrent des procès pour des violences policières? Parce que le droit commun, visiblement, le code pénal ne s'applique plus lorsqu'il s'agit de policiers. Donc, si le système actuel ne fonctionne pas parce que quand les policiers sont des criminels et qu'on n'est pas dans le cadre de la légitime défense, ça veut dire qu'il faut qu'on change de système. Ça veut dire qu'il faut un organe autonome et indépendant, d'une part, qui enquête à la place de l'IGPN, et ensuite, il faut un autre tribunal pour juger ces policiers. Autrement, ça continuera comme ça, en fait. Parce que tout a été essayé. Moi, ce que je voudrais rajouter, c'est qu'effectivement, on parle de la police, on parle de l'État, mais il y a aussi une grande remise en question de la part du peuple à avoir aux personnes qui sont autour et qui ne subissent pas les violences policières et qui sont spectateurs. C'est qu'on ne peut pas rester spectateur des violences policières qu'on peut avoir ou des actes racistes qu'un voisin peut avoir. Ça veut dire que depuis trop longtemps, un acte raciste, tant qu'on ne dit pas qu'il y a du racisme, quand j'écris le livre Lettre à Adama, on me dit à Assa Traoré, le mot racisme ou raciste ne revient pas souvent. Je réponds, mais je leur dis, j'ai pas fait de thèse sur le racisme. Moi, je vous parle de mon vécu et de mon histoire, mais si après notre histoire, mon histoire, vous ne comprenez pas qu'Adama Traoré ou Lamine Dieng sont morts parce qu'ils sont noirs, parce qu'ils viennent des quartiers populaires, c'est qu'il y a un problème. C'est-à-dire que déjà, vous-même, il faut vous poser la question. Le peuple a toujours été divisé et scindé en deux, une partie oppressée, une partie soulagée, et en fait, les autres faisaient comme s'ils ne voyaient rien, ou comme s'ils n'entendaient pas, ou comme s'ils ne voyaient pas. Et l'exemple que je prends très fréquemment souvent, on peut aller à la boulangerie, on peut être spectateur d'un acte raciste
Le boulanger n'a pas besoin de dire « Attention, c'est un acte raciste, vous devez réagir ». C'est-à-dire qu'on doit réagir systématiquement, tout le monde. En fait, on ne doit pas laisser passer une injustice, une violence policière ou un acte raciste et faire comme si de rien n'était. Ça ne me concerne pas. Donc je passe le chemin. Ça veut dire qu'il faut, parce qu'aujourd'hui on est dans un racisme qui est systémique. La France ne veut pas entendre parler de racisme systémique. Il faut le dire, la France, nous sommes dans un racisme systémique qui a été construit sur ça. La violence policière, elle ne sort pas du jour au lendemain comme ça. Elle a été construite, elle a été travaillée. Quand on écrit le deuxième livre, Combat d'âme avec Geoffroy de la Gannerie, on le présente comme un contre-manuel. Parce qu'en fait, nous avons un État qui est en face de nous, un État qui a un manuel qui vont sortir à chaque fois qu'un de nos frères va mourir, à chaque fois qu'un des personnes des quartiers populaires va mourir. Et en fait, on aura des réponses. En fait, dans ce manuel-là, quand on parle de déshumanisation et de criminalisation, en fait, nos frères ne sont même pas vus comme des humains. Ils vont prendre ce manuel-là et ils vont dire, voilà, bon, bah, lui, il est mort de cause cardiaque, l'autre, il est mort sous l'emprise de la drogue, l'autre, il est mort parce qu'il avait fumé, l'autre, il est mort parce qu'il avait une maladie exotique. Et en fait, tout ça, c'est construit. C'est comme si ils avaient un manuel. Et en fait, aujourd'hui, ce qu'on doit faire, c'est de réécrire ce manuel-là et mettre notre manuel en face de nous. Et il y a un gros problème aussi avec la violence policière et de la façon dont elle est construite et qui est systémique, où il faut qu'on arrive à dire les choses, à sortir les choses. C'est qu'en fait, les violences policières, aujourd'hui, elles découlent directement de l'esclavagisme et du colonialisme. Ça, la France ne veut pas l'entendre, elle ne veut pas qu'on en parle, mais c'est une réalité. Adama Traoré, quand il se fait contrôler parce qu'il n'a pas sa pièce d'identité, la Cour européenne a été condamnée pour le contrôle au faciès. Le contrôle au faciès, quand on cherche dans l'histoire de la France, quand on cherche dans l'historique, Elsa Dorlin, elle écrit une partie dedans dans son livre. Le premier papier officiel et d'identité a été créé pour l'esclave noir. Quand un esclave noir sortait dans la rue, on avait le droit d'abattre cet esclave noir parce qu'il n'avait pas ce document-là. Le code noir de Colbert. Et en fait, ça a été construit sur ça. Ça ne sort pas de nulle part. Et en fait, quand on parle, quand on dit contrôle au faciès, en fait, il ne faut pas juste dire contrôle au faciès, il faut dire oui, il y a le contrôle au faciès, mais en fait, il y a un historique sur ce contrôle au faciès. Ce contrôle au faciès, l'historique, il vient de l'esclavage. Il vient de ces hommes noirs quand ils sortaient dans la rue et qu'ils n'avaient pas ce document officiel. On avait le droit de les abattre, de les tuer en toute impunité. Et on est en 2016, on est en 2020, on est en 2021, ou dans les années 80, en 90, on continue à subir des contrôles au faciès. Et il faut savoir que majoritairement, un contrôle au faciès, il emmène systématiquement à la mort. Et quand on dit que nos combats, quand on dit que les violences policières et les morts de nos frères découlent directement de l'esclavage et du colonialisme, peut-être que ça peut être violent pour certains, mais c'est une réalité. Et ne serait-ce que le rapport au corps. Ils ont un rapport au corps noir, ils ont un rapport au corps arabe, ils ont un rapport au corps non blanc très violent, qui a été entretenu depuis toujours très longtemps, qui a été entretenu et qui a été construite. Et la police française a été construite sur ce système-là, quand on cherche bien dans l'histoire. Sauf que ça, c'est une partie de l'histoire que la France ne va pas dire. Mais quand on parle de violence policière, bah, il faut faire un bond très loin sur l'esclavage. Les gens vont dire l'esclavage, c'était une horreur. Et bien évidemment, aujourd'hui, ce qu'on subit, ce n'est pas l'esclavagisme pur et dur, mais c'est assez sournois. Et ce sont des restes que nous avons. C'est comme si que nous vivions des non-dits. Aujourd'hui, quand il y a un non-dit dans une famille, ben on le prend en plein visage. Ben nous, aujourd'hui, ces non-dits-là, on les prend avec des armes, on les prend dans nos quartiers populaires, on se fait tuer. Quand nos frères meurent parce qu'ils sont noirs, nos frères meurent parce ils viennent des quartiers, parce qu'ils sont arabes, parce qu'ils sont non-blancs, nos frères meurent parce qu'ils ont été invisibilisés depuis trop longtemps dans la France. Parce qu'en fait, si nos frères n'avaient pas été invisibilisés, si nos frères avaient été considérés comme des êtres humains, si nos frères avaient été considérés comme des hommes, si nos frères avaient été considérés comme des personnes pouvant participer à la construction de ce monde, si nos frères avaient été considérés comme pouvant participer à la construction de cette France, si nos frères avaient été considérés comme pouvant participer à la construction de leur propre vie, comme vous qui êtes là ou comme d'autres personnes blanches qui vont sortir dans la rue, ben mon frère ne serait pas mort ce 19 juillet 2016, le jour de ses 24 ans, le jour de son anniversaire. Lamine Dieng ne serait pas mort, Gaye Camara ne serait pas mort, Babacar Gaye pareil. C'est-à-dire qu'il y a aussi une humanisation qu'il faut retravailler, qu'il faut refaire. Parce qu'en fait, on peut dénoncer les violences policières, on peut tout le travail qu'on va faire, mais il y a tout un travail que tout le monde doit faire et doit se poser la question, c'est quel regard on pose sur nos frères, quel regard on pose sur nos quartiers. Et ça, c'est un travail
qu'on est en train de construire, c'est un travail qu'on est en train de faire et c'est un travail qu'on va faire ensemble. C'est pour ça que quand on parle de la marche du 2 juin ou du 13 juin, ce qui est fort et ce qui est beau, c'est qu'on ne dit pas les familles de victimes, on ne dit pas les quartiers populaires, on dit le peuple. Parce que là, c'est le peuple qui sort, et même ceux qui ne la subissent pas, qui dit on va dénoncer ça parce que je ne veux pas être spectateur de ce qui peut arriver. Et il arrive malheureusement en novembre 2018 les Gilets jaunes. Les Gilets jaunes, c'est important d'en parler, c'est important de le rappeler, mais c'est important de dire qu'il ne faut pas faire la même erreur que le système français, c'est pas faire la même erreur que l'État français, c'est d'oublier l'historique et d'oublier l'histoire. Quand on parle des Gilets jaunes en novembre 2018, avec toutes les violences policières qui arrivent, quand on parle des Gilets jaunes, il y a un historique avant, cet historique, c'est dans les quartiers populaires. Nous, on n'a pas besoin d'aller dans la rue pour subir la violence, elle vient et depuis des années. Et en fait, quand on rappelle les faits, historiques, on comprend beaucoup mieux les choses et on peut mieux la travailler. Et aujourd'hui, quand nous on demande la vérité et la justice, en fait, c'est pas normal parce que comme ça a été construit sur du racisme systémique, comment se fait-il qu'une femme noire, Ramata Dieng ou Assa Traoré, ou une femme arabe se lève pour demander la vérité et la justice pour un frère, alors que ce frère n'est même pas considéré comme pouvant participer à la construction de cette France. Donc pour eux, déjà, dans leur imaginaire, ce n'est même pas possible. Donc il y a tout un travail à faire. Et on ne peut pas vaincre les violences policières si de l'intérieur, les policiers même, les gendarmes même, n'ont pas fait un travail. En vérité, c'est facile de dire oui, mais certains, effectivement, tous les policiers ne sont pas racistes ou tous les gendarmes ne sont pas racistes. Mais moi, j'ai envie de prendre l'exemple concret qui est le mien. Quand Adama Traoré va mourir, Adama Traoré meurt dans une caserne de gendarmerie. Une caserne de gendarmerie, il ne meurt pas dans un coin de rue avec 3 ou 4 ou 5 policiers. Mais en fait, où sont ces policiers-là ? Aujourd'hui, on porte plainte contre 3 policiers. Mais dans cette caserne de gendarmerie, il y avait plusieurs gendarmes. Où sont ces gendarmes pour dénoncer le comportement de ces gendarmes-là? Et tant que ces gendarmes-là, tant que ces policiers-là ne sortiront pas pour dénoncer le comportement de leurs collègues, en fait, pour moi, c'est les mêmes. En fait, il ne faut pas nous dire un tel est raciste, un tel n'est pas raciste. Si tu veux qu'on te dise que tu n'es pas un policier raciste ou un gendarme raciste, tu viens, tu prends la parole et tu dénonces et tu ne participes pas. Dans l'affaire de mon frère, on porte plainte contre une gendarme qui a fait un faux PV un jour après la mort de mon frère, qui dit qu'Adama Traoré s'est rebellée alors qu'elle n'était même pas sur les lieux. Et ça, c'est un système qui est créé. C'est-à-dire que les violences policières, nous, on peut aller dans la rue, on peut se battre, on peut venir à la fête de l'UMA chaque année, mais si à l'intérieur, c'est pas réformé, c'est pas cassé, et qu'on change cette police-là, cette police qui est raciste. Dans l'affaire de mon frère, les gendarmes, leur avocat, c'est Marine Le Pen, c'est l'avocat de Marine Le Pen. Donc ça en dit long sur leur état d'esprit, ça en dit long sur leur façon de penser. Ils ont des propos très racistes quand ils rentrent dans nos quartiers. Ils tutoient, ils crachent, ils violentent. Il n'y a pas de dialogue. Ils viennent avec des boucliers, ils viennent avec des masques. Donc il y a un rapport de force tout de suite et violent qui se met en place. Donc oui, ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a la violence policière que les familles se battent pour arriver à une justice. Il y a aussi le peuple qui doit qui doit réagir, qui doit prendre conscience que ce peuple-là, le peuple ne peut pas assister et être spectateur de tout ça. Et il y a aussi la police qui doit être réformée de l'intérieur, qu'il faut casser. Et en fait, si on arrive à voir tous ces trois-là, on arrivera peut-être à quelque chose. Mais aujourd'hui, on a un point qui manque. On a le peuple, on a les familles, mais on a la police, en tout cas, et aujourd'hui, qui va manifester, qui met les menottes à terre, parce qu'elle ne veut pas que ces techniques d'immobilisation soient interdites. Et ça représente vraiment la France. Et on a pu voir aussi que les colères de ces jeunes s'expriment en dehors des partis politiques traditionnels, des syndicats et même des organisations antiracistes classiques type SOS Racisme, etc. Comment vous l'expliquez aujourd'hui que ces jeunes répondent massivement présents à l'appel du comité Adama et que d'autres organisations comme SOS Racisme, par exemple, eux, n'y arrivent pas ou n'y arrivent plus? Comment vous l'expliquez, ça? Pour moi, on a été trop longtemps étouffés dans la voix de porte-parole. Par exemple, quand on dit à Assa Traoré, porte-parole des violences policières, je leur dis, je ne suis pas porte-parole des violences policières. Moi, je suis juste une famille de victimes. Et c'est important aussi de nous restituer, nous, en tant que famille de victimes. C'est nous qui avons subi cette violence-là. C'est nous qui perdons un frère. Et notre famille est victime. Notre famille est victime de ce système-là. Et c'est important de dire que nous sommes les victimes. C'est nous qui réclamons la vérité et la justice. Et bien évidemment, avec le nom de mon petit frère, tout ce qu'on pourra changer et faire, on le fera.
Et cette jeunesse, quand elle vient dans la rue et qu'elle répond à l'appel, c'est une jeunesse qui se reconnaît en ce mouvement. C'est une jeunesse qui se reconnaît au mouvement Adama. C'est une jeunesse qu'on appelle la génération Adama. Et c'est aussi on a fait 4 ans de travail. Hein. On allait dans les quartiers populaires. Des fois, on faisait 3 villes sur 3 départements. On rentrait des fois, il était 1h du matin, 2h du matin. On restait super longtemps. C'est tout un travail aussi qui est fait. Et c'est de dire... et en fait, il n'y a pas de porte-parole. En fait, on a trop longtemps étouffé dans des porte-paroles qui ont étouffé nos voix, qui ont étouffé la voix du peuple, qui ont étouffé la voix des quartiers, qui ont étouffé la voix de ceux qui veulent s'exprimer. Parce que l'État va désigner un porte-parole, mais ce porte-parole-là ne vient pas dans les quartiers, ce porte-parole-là ne vient pas auprès des familles, ce porte-parole-là ne sait même pas quelle souffrance on subit, ce porte-parole-là ne nous connaît même pas. Et en fait, on a un porte-parole qui va être désigné et qui va aller parler à notre place. Et en fait, non. Aujourd'hui, personne ne parle à notre place. On prend la parole nous-mêmes, on s'exprime chacun. Et la voix de chaque personne est importante. En fait, l'idée, c'est de créer des porte-paroles partout. Aujourd'hui, on est là à la fête de l'UMA, c'est de dire que la parole de chaque personne qui est ici, elle est aussi importante qu'une autre personne dans une ville. Et quand on arrive à créer plusieurs porte-paroles, quand on sort dans la rue, on est beaucoup plus fort et chacun se sent important, se sent reconnu et ne se sent pas étouffé comme depuis des années, comme ça a été fait en France, où on désigne un seul porte-parole, qu'on ne sait même pas, des fois on ne connaît même pas son nom, et lui il va aller s'exprimer à notre place, ou soi-disant défendre notre cause, mais en vérité il ne défend rien du tout parce qu'il ne nous connaît pas. Et quand cette jeunesse-là sort dans la rue, c'est une jeunesse aujourd'hui qui n'a plus peur. C'est une jeunesse qui va vers l'interdit. Quand on fait cette marche du 2 juin, il faut savoir qu'une heure avant, le préfet allemand envoie la police à mon domicile pour venir m'arrêter. J'étais sortie même pas 15 minutes avant. Si j'avais été à mon domicile, je ne serais pas à la marche du 2 juin. Les policiers m'appellent, je leur dis, je suis devant le tribunal, venez me chercher là. Aujourd'hui, on n'a plus peur. En fait, il y a une limite qui a été franchie. En fait, c'est cette limite de l'interdit, d'aller contre l'autorisation de sortir de cet espace public qui nous a été réservé, cet espace public qui a été formaté par eux, et c'est de dire aujourd'hui on sort du cadre, aujourd'hui on va tous sur ce même terrain de foot là et on va aller même sur le même terrain que vous, et cet interdit là, on n'a plus peur, cette jeunesse là n'a plus peur d'aller, n'a plus peur de s'exprimer, et c'est une jeunesse qui n'a plus envie de se taire, et aujourd'hui ça y est, c'est une génération qui part, et c'est une génération, c'est beau parce qu'en fait on passe le relais. Ça veut dire qu'il y a un travail qui est fait. Aujourd'hui, si on est là, nous, c'est qu'il y a des anciens qui ont fait un travail énorme. Ramata Dieng a rappelé le MIB. Nous, dans la continuité du MIB, la continuité des familles de vie volée. Et aujourd'hui, on passe ce relais-là à cette génération qui aussi va évoluer. Mais c'est une génération, c'est une jeunesse qui vient de partout, qui vient aussi des quartiers qui ne subissent pas la violence policière, où se sentent reconnus, se disent voilà, on ne peut pas rester spectateur. Et en fait, ils n'ont plus peur. Ils n'ont plus peur d'aller vers cet interdit-là. Et quand on brave l'interdit, en fait, on dit voilà, je l'ai fait. Et c'est surtout de dire qu'un pays sans justice est un pays qui appelle à la révolte. La révolte est un sentiment légitime. La révolte est un sentiment normal. La révolte est un sentiment qui a été exprimé, on va juste prendre la date mai 68, qui a été exprimé en France, qu'on nous apprend à l'école. Aujourd'hui, en France, nous sommes révoltés. Nous exprimons notre révolte dans la rue et nous continuerons à exprimer cette révolte et ça paye. Et bien évidemment, ça paye parce que le lendemain, on a le président qui va parler. Quelques jours après, il y a Castaner qui va faire cette annonce et qui va reculer. On a la ministre Belloubet qui va tenter de nous inviter. Au mois de juillet, nous avions dit à la conférence de presse que si les juges dans l'affaire Adama n'étaient pas récusés, nous appellerons un nouveau rassemblement devant le tribunal. Et hier, la nouvelle, elle tombe, les 3 juges partent du dossier. Donc aujourd'hui, on est le peuple est plus fort. En fait, si on est organisé, si on y va ensemble et que chaque injustice, c'est pas de dire qu'on défend que la violence policière. C'est pour ça que moi, quand je dis convergence des luttes, chacun a son combat, chacun garde la nature de son combat, chacun défend son combat, mais par contre, on crée des solidarités ensemble. Toi, je vais aller avec ton combat, ton combat sera aussi le mien, mais en créant juste une solidarité et on ira vaincre toutes ces injustices-là, toutes ces interdictions-là face à l'État, parce qu'en vérité, nous avons tous le même système oppresseur en face de nous, qui est l'État. Cette machine de guerre qui n'a ni sentiment, qui n'a ni remords, qui n'a ni état d'âme, et dès qu'elle se met en place, c'est une broyeuse qui se met en place et qui écrase tout devant elle. Sauf qu'en face, cette machine, elle a créé des soldats. Aujourd'hui, nous sommes tous devenus, si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous êtes des soldats
devenus des soldats malgré vous. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est que aujourd'hui vous êtes, on ne va pas dire qu'on parle entre convaincus, mais si vous êtes là aujourd'hui, ça veut dire que vous êtes des soldats en vous, vous avez été des soldats malgré vous, parce que vous êtes contre l'injustice sociale, contre l'injustice raciale, contre la violence policière. Ben, en fait, ils ont créé cette machine de guerre-là, qui est l'État, qui est le système, a créé des dizaines et des milliers de soldats. Ben, s'il faut continuer à aller dans la rue, on ira dans la rue et on sera encore plus nombreux, encore plus organisés. Et en fait, tant que cette machine de guerre ne tombera pas, ben on n'arrêtera pas. En fait, aujourd'hui, on ne demande que de vivre en paix, on demande juste à vivre tranquillement, on demande juste à ce que nos frères ne soient pas tués, on demande juste que la précarité soit finie, on demande juste que des injustices, toute forme d'injustice soit terminée. On a juste le même mot d'ordre, c'est de vivre dans une tranquillité. Et aujourd'hui, on a un système oppresseur qui ne l'entend pas. On a pu voir que ces derniers temps, les questions sécuritaires ont été brusquement placées sur le devant de la scène. Et des politiques sécuritaires s'accélèrent aussi, avec l'annonce faite jeudi par le ministre de l'Intérieur d'interdire la diffusion des images, des visages des policiers en opération. Je me tourne vers vous. En quoi cela représente-t-il, selon vous, des dangers pour les libertés ? En fait, c'est très important cette question-là parce que ça répond aussi à ce que disait Assa sur on ne peut pas rester que spectateur ou il faut faire quelque chose. Et en réalité, ce qu'on voit, c'est que l'impunité policière, elle commence à être un petit peu démolie, en tout cas dans certaines affaires, parce que des citoyennes et des citoyens ont filmé les violences policières. Et dans des cas où les policiers ont donné une version, je protégeais une telle personne, etc., la personne m'a foncé dessus, les vidéos, les smartphones ont permis de démontrer que ce n'était pas vrai. Donc il y a tout un enjeu autour de la visibilisation des violences policières. C'est ce que les politiques de droite et d'extrême droite ont bien compris, et c'est la raison pour laquelle, depuis des années, ils essaient d'empêcher de filmer, en notamment faisant voter des lois, en essayant de faire voter des lois en ce sens. Et cette proposition-là, elle s'inscrit dans ça, dans une lutte contre la visibilisation des violences policières. Et donc je crois que c'est un bel appel pour continuer à filmer les policiers. Oui, effectivement, et je pense que, pour compléter, que ça va dans la direction aussi de nous empêcher de porter plainte contre des violences policières. C'est dans cette lignée-là. Parce que avec la loi qui a été promulguée début 2018, plutôt au mois de mars, début mars 2018, que nous appelons le permis de tuer, qui est la loi 434.1, il me semble, et donc en fait qui élargit le cadre de la légitime défense, qui l'étend donc, il assouplit en fait, et permet donc aux policiers de faire usage de l'arme à feu. On a constaté qu'il y a eu une explosion justement des personnes tuées par arme à feu depuis cette loi. Et donc voilà, il y a également le cas je vais vous donner un autre cas, c'est celui de Angelo Garant. Cette loi a permis justement de légitimer et de légaliser en fait la mise à mort d'Angelo Garant. Un jeune, un homme de 37 ans, père de famille, qui a été tué dans une remise par le GIGN. Ils ont évoqué également la légitime défense alors qu'il n'était pas armé. Il n'avait pas de pistolet, il avait quoi ? Un couteau de table, il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Et donc, voilà, il ne pouvait pas s'enfuir, il ne pouvait absolument rien faire. Et ils l'ont abattu lors d'un repas de famille. Il y avait sa famille qui était juste à côté. Et donc, depuis cette loi, en fait, c'est une logique, j'ai envie de vous dire. C'est de bonne guerre en même temps. C'est-à-dire que ils font tout est mis en œuvre pour l'escalade sécuritaire. Ça veut dire quoi ? Qu'on ne pourra plus porter plainte contre les policiers, on ne pourra plus les filmer, donc on ne pourra plus documenter, on ne pourra plus faire le recensement des victimes, parce que ce recensement nous permet quoi ? De constater qu'il y a une répétition du crime sur plusieurs dizaines d'années, et cette répétition du crime, c'est ce qu'on dénonce tous, c'est-à-dire que ça fait partie du système, quoi. Et donc l'impunité aussi fait partie du système. Donc voilà, je pense qu'effectivement, il y a
quelque chose à faire à ce niveau-là, parce qu'il s'agit des libertés de chacun d'entre nous qui est en cause. Et si on ne réagit pas, ben évidemment, on en arrivera, enfin pour moi, ça sera une dictature, quoi. Juste pour faire très court, déjà qu'on a des vidéos, même avec des vidéos, des scènes qui sont filmées, c'est très compliqué. Ils arrivent toujours à mentir, à interpréter la vidéo de leur façon. Quand on peut prendre l'affaire Théo, que celle que tout le monde a suivie, quand on voit l'affaire Théo et que en fait, que sont eux qui sortent la vidéo en premier et qu'elle est interprétée par leur façon et avec des écrits, en fait, ils nous font croire que dans cette vidéo-là, que c'est Théo qui vient, qui cherche la violence, alors qu'on le voit dans la vidéo. Mais il y a une interprétation qui est faite dans la vidéo, c'est-à-dire que même avec des vidéos, c'est tellement compliqué, c'est-à-dire que sans vidéo, là, on va refaire 10 pas en arrière, et on va interdire les vidéos. Il faut savoir que même, ils interdisent même la liberté d'expression, hein, parce qu'ils le font très sournoisement, mais dès qu'on dit quelque chose, on nous attaque pour diffamation. Moi, par exemple, aujourd'hui, j'ai 4 plaintes dont une mise en examen, parce que j'ai dit à Adama Traoré, les gendarmes t'ont tué, ils ne tueront pas ton nom. Et je suis mise en examen pour ça. J'ai été convoquée au tribunal de Paris par les policiers en me disant faut retirer les noms. Je leur ai dit je ne retirerai pas le nom. On m'a dit vous serez mise en examen. Donc il y a une oppression qui est faite même dans la liberté d'expression, parce qu'en vérité on n'a pas le droit de dire ce qu'on veut, on n'a pas le droit de s'exprimer comme on veut, donc on ne peut plus filmer. Après il y aura une loi où on va dire vous n'avez même plus le droit de parler, et après on va nous dire vous n'avez même plus le droit d'aller manifester. Donc ça veut dire que au-delà d'interdire de filmer, en fait, c'est pas qu'ils n'interdisent pas que de filmer, ça veut dire qu'ils interdisent tout. Ils interdisent déjà la liberté de circuler, c'est d'être là, et la liberté, en tout cas, de s'exprimer, on va tout interdire. Donc ça veut dire que demain, s'il y a un rassemblement sur ça, il faut que tout le monde sorte. Parce que la prochaine étape, c'est interdiction de regarder ce que fait la police, voilà, dans l'espace public. Très rapidement, quelle suite vous comptez donner à ces mobilisations, donc celle du 2, celle du 13, également celle du mois de juillet? Quelle suite comptez-vous donner à ces mobilisations pour qu'elles continuent de grossir et de dénoncer ces violences-là? Très rapidement. Alors déjà, c'est très important de répondre à l'appel de toutes les familles qui vont manifester, qui demandent la vérité et la justice. En fait, il faut être nombreux à chaque fois. La prochaine date qui arrive, c'est le 19 septembre, la marche de Sabri qui est mort à Argenteuil. Il fait partie d'un des dernières dates où c'est une percussion, avec une altercation en moto et en voiture avec la BAC et qui va mourir. C'est de ne pas relâcher en tout cas la mobilisation et à chaque fois qu'une famille fait un appel, c'est de sortir encore plus nombreux et aller parce qu'on a tous le même mot d'ordre, hein. On a tous les mêmes revendications, c'est de demander la vérité et la justice parce qu'un de nos frères est mort. Et c'est de dire que ce combat-là, on ne lâchera pas. En fait, aujourd'hui, la rue nous appartient. C'est-à-dire, aujourd'hui, nous n'avons plus peur de l'interdit. Si on doit ressortir pour aller manifester, pour redemander la vérité et la justice et faire un appel en nombre, on retournera. C'est-à-dire qu'il y a eu le 2 juin, il y a eu le 13 juin, il y a eu le 18 juillet, il y aura le 19 septembre avec Sabri. Et ça veut dire que la mobilisation ne s'arrête pas là. On continue. Hier, ça a porté ses fruits. On a 3 juges qui sont dessaisis de l'affaire et 3 nouveaux juges qui vont arriver. On a 17 investigations juste après ces marches-là dans l'affaire Adama qui arrive. On a les vidéos de Cédric Chouviat qui vont sortir. On a la vidéo de Amadou Koumé qui va sortir. Mais c'est tout un travail. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on va donner quelque chose pour une famille, en fait, c'est tout le travail qui a été mené. Même si c'est le comité Adama qui fait l'appel, il y a toujours une répercussion sur les familles, sur leurs demandes et leurs revendications. Aujourd'hui, on est dans une guerre d'expertise avec le comité Adama. La France est tellement incompétente que l'expertise de l'affaire Adama va à l'étranger et arrive en Belgique. Aujourd'hui, nous attendons de pied ferme cette expertise et on répondra en conséquence de ces expertises-là. Nous avons demandé 17 investigations. Nous répondrons en conséquence aussi sur ces 17 investigations-là. Et c'est de dire qu'il faut continuer à défendre toute forme d'injustice. Dès qu'une injustice est dénoncée, on va dans la rue, on y va. Et c'est surtout de continuer à relayer, de continuer à dénoncer dans le monde entier. Et c'est surtout de dire, je vais finir sur ça, qu'en fait, ça ne devrait même pas faire débat dans un pays qui se dit démocratique, dans un pays qui se dit liberté, égalité, fraternité. Ça ne devrait pas faire débat. Aujourd'hui, nous sommes en France où il faut faire attention, c'est que la peine de mort ne soit pas rétablie. Aujourd'hui, quand un de nos frères ou quand un gilet jaune va dans la rue,
on va sortir un casier, on va le criminaliser, on va justifier l'acte du policier et il ne faut pas rétablir la peine de mort en France. Donc oui, on va continuer nos mobilisations et la rue, on reprendra la rue. Aujourd'hui, le peuple français a décidé de ne plus se taire. La jeunesse n'a plus peur, cette génération-là, aujourd'hui, va dans la rue. Bah, s'il faut retourner dans la rue, on y retournera. Merci. Le débat, la discussion arrive déjà à sa fin. Merci beaucoup aux intervenantes, à Assa Traoré, à Ramata Diang et à Vanessa Kodachuni. Merci beaucoup. Et une très belle fête à tout le monde encore. Merci. Est-ce que, juste, on a oublié de rajouter, juste pour les dates, parce qu'on a, voilà, de toute façon, toutes les dates sont mises, on partage, Vivolé partage pour les autres familles, le comité Adama partage aussi pour toutes les autres familles. Donc, comme on a dit, le 19 septembre, il y a la marche de Sabri à Argenteuil. Le 6, il y a le rassemblement devant le tribunal de la Cour d'appel pour Gaye Camara. Il faut rappeler que Gaye Camara a été tué il y a 2 ans d'une balle dans la tête alors qu'il était dans la voiture. Il prend une balle dans la tête, il va mourir. La justice veut donner un non-lieu. Donc c'est important d'aller devant cette cour d'appel parce que si on accepte le non-lieu de Gaye Camara, on accepte des non-lieux pour les autres affaires. Donc il faut aller. Il y a aussi la marche de Ibrahim Abba qui sera à Sarcelles, qui se tiendra le 10 octobre, où aujourd'hui la famille réclame des vidéos de la percussion de la moto et des vidéos que la famille n'arrive pas à voir. Donc c'est important d'être là à chaque fois et d'être très nombreux. Il y a beaucoup de rendez-vous. Ramata, tu veux rajouter quelque chose rapidement? Oui, je voulais juste, au cas où vous ne connaîtriez pas cet ouvrage, qui s'appelle « Sans portrait contre l'État policier », ça illustre parfaitement nos propos et ça vous donne, un état des lieux. Donc, je vous recommande également de vous rendre sur le site de Basta, qui a fait un travail extraordinaire, non seulement de recensement à partir de mai 68, le travail de Maurice Rachfus, parce que Maurice Rachfus, qui est décédé récemment, était le seul à faire le recensement des victimes de violences policières depuis mai 68. Et il n'a pas arrêté jusqu'à son dernier jour. Donc Bastamag est parti de ce travail de recensement et a également édité les suites judiciaires, à savoir que 67% des cas qu'ils ont recensés n'ont pas fait l'objet d'une ouverture de procès. Et quand ça arrive en procès, c'est des peines avec sursis. Hier, j'étais à un événement similaire où quelqu'un disait que nous avions moins de droits que des animaux ou que nous étions traités comme des animaux. C'est plutôt ça. Et en fait, je ne sais pas si parmi vous, vous avez vu ça, un jeune homme avait torturé un chat, il l'a jeté contre un mur, il a filmé ça, il l'a publié sur Internet. Ce jeune homme a été retrouvé et présenté devant la justice. Il a rendu des comptes. Comment pouvez-vous comprendre ou justifier que des familles, 15 en moyenne chaque année, recensées par l'ACAT, l'Association chrétienne pour l'abolition de la torture, dénoncée également par Amnesty International dans plusieurs rapports, et enfin par le défenseur des droits Jacques Toubon, qui explique que quand on a un profil noir et arabe, on a 20 fois plus de risques de se faire contrôler par la police. Donc comment peut-on expliquer que nous soyons obligés de manifester dans la rue pour demander l'application du code pénal? Comment se fait-il que nous soyons obligés de démontrer, nous, les victimes, que la police a menti? Et il n'y a pas de sanction derrière, ni sanction disciplinaire, ni sanction pénale. Donc en fait, à chaque fois, c'est comme s'ils étaient récompensés parce qu'ils sont promus pendant que l'instruction est en cours, et etc., etc. Donc ils mènent une vie normale, ils ne perdent pas une minute de salaire. Donc en fait, encore une fois, je pose la question, comme le disait Assa, c'est à la société de répondre. Est-ce que c'est ça que nous voulons léguer comme société déjà? Léguer à nos enfants? Non. Je ne tiens pas à ce que demain, ça soit mon fils qui soit tué comme mon frère a pu être tué. La dimension raciste des violences policières, on ne peut pas non plus l'exclure. Pourquoi? Parce que quand on regarde la liste des victimes, on s'aperçoit que plus de 90% d'entre elles sont noires ou arabes.
On va devoir s'arrêter, je suis vraiment désolée. Juste, Merci. j'ai oublié, vraiment. J'ai donné toutes les Dernière dates. chose, Assa Traoré vous rajouter quelque chose. Alors, vas-y, j'ai donné rapidement. plusieurs dates, mais j'ai oublié de donner la date. On a un procès, nous, c'est le 15 octobre. C'est à Bobigny. On porte plainte contre le policier qui a dit Adama violeur. Donc, on porte plainte pour diffamation et injure. Et aujourd'hui, nous sommes à 8 plaintes. Toutes les personnes qui diffameront Adama Traoré ou n'importe quelle famille de victimes. Aujourd'hui, on a créé une histoire dans une histoire, c'est vieux comme le monde, pour tuer l'affaire Adama Traoré. Ce policier, donc, c'est énorme. Ce policier va se présenter en correctionnel. On porte plainte contre lui. La famille Traoré porte plainte contre ce policier. Le procès aura lieu le 15 octobre pour diffamation et injure. Nous avons aussi des t-shirts pour finir et des livres qui sont derrière vous. Merci. Et on encourage tout le monde à porter plainte systématiquement lorsqu'il y a violence policière, à témoigner lorsqu'il y a violence policière et à filmer en masse. Il faut inonder les tribunaux de plaintes. Merci beaucoup.